Ce podcast a été produit par Binge Audio. Cette semaine, chères auditrices et auditeurs, une fois n'est pas coutume, on va parler d'argent. Oui, quoi, de moula, de pépettes, d'oseille. Alors vous allez me dire, quel rapport avec chaud dedans ? Eh bien justement, il y en a un. Parce que souvent, autour de 50 ans, au moment d'un divorce, par exemple, d'une succession, de l'achat ou de la vente d'un logement, on se rend compte qu'on n'a pas toujours été très carré avec nos finances. Et que les femmes sont souvent désavantagées dans le couple. Que par négligence ou par peur d'avoir l'air intéressées ou vénales, elles n'ont pas pensé à leur propre intérêt. Or, plus la vie avance, plus les inégalités économiques entre les hommes et les femmes se creusent. Alors vous dites peut-être « Ouh là là, c'est pas pour moi ce sujet, c'est ennuyeux de parler d'argent ». Eh bien, détrompez-vous parce que vous allez entendre des choses auxquelles vous n'avez probablement jamais pensé. J'ai demandé à une des meilleures expertes en conseil financier aux femmes, Héloïse Boll, de venir nous donner ses conseils. Alors promis, on ne va pas vous farcir la tête avec des chiffres, mais juste vous donner le guide des bonnes pratiques pour reprendre le pouvoir en termes de finances perso. Bonjour Héloïse. Bonjour Claire. Tu es la créatrice d'Oseille et compagnie, qui est une boîte de conseils en patrimoine, pour faire simple, et d'éducation financière. Alors ça, c'est très important parce que cette histoire d'éducation, toi, tu pointes souvent du doigt le fait que les femmes sont peut-être moins au fait dans les histoires d'argent et de finances personnelles. Ouais, elles sont souvent moins au fait. Pas à tous les âges, mais en fait, il y a un creux qui a été identifié. En fait, quand elles sont jeunes, quand elles sont en début de carrière, elles gèrent à peu près leurs finances comme il faut. Et surtout, elles suivent un peu l'actualité financière, elles comprennent ce qui se passe dans leur compte. Et puis, il y a un moment dans leur vie qui est identifié clairement, qui est entre leurs 35 et leurs 50 ans, où il y en a un certain nombre d'entre elles qui décrochent complètement et qui comprennent beaucoup moins bien ce qui se passe dans leur compte, qui comprennent beaucoup moins bien ce qui se passe dans leur fiscalité, qui s'occupent un peu moins des investissements. Et souvent, en fait, c'est un moment où, dans le même temps, quand elles sont en couple avec un homme, eh ben, leur homme, lui, se qualifie et prend un peu les choses en main. Parce qu'elle, pendant ce temps-là, très schématiquement, elle gère des varicelles, des conseils de classe et autres joyeusetés. Sauf qu'elle se désintéresse un peu de leurs finances personnelles, elles perdent un peu le contact avec l'environnement financier, donc elles comprennent un peu moins bien, elles se tiennent moins au courant de l'actualité des taux, de tout un tas de petites choses comme ça. Et résultat des courses, souvent, elles délèguent un peu plus à la personne avec laquelle elles vivent, avec une espèce de présomption de compétence comme ça qui voudrait que leur homme soit plus qualifié qu'elle ou leur compagne, ce qui n'est pas toujours le cas, faut quand même vraiment le dire. Et résultat des courses, en fait, souvent, il y a un moment où elle se réveille un peu en disant « Mince, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien fait depuis 10 ans, 15 ans. Ouais. » Et c'est dommage parce qu'en réalité, cette période-là dans la vie entre 35 et 50 ans, c'est une période où, en général, on a à peu près une carrière qui roule, qui tourne, où on avance. On est probablement à peu près au top de nos revenus et au top de notre carrière. Et donc, c'est ce moment-là où il faudrait saisir les opportunités pour avancer. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et par ailleurs, finalement, le fait que les femmes se détournent un peu de des sujets financiers, il faut aussi dire ce qu'il y a, ça arrange quand même pas mal de monde. Les professionnels sont quand même contents de traiter avec une seule personne au lieu de traiter avec deux parce que les deux sont pas toujours d'accord sur ce qu'il faut faire. C'est pas forcément une volonté délibérée, mais ça rend quand même bien service que les femmes s'intéressent pas trop à leur argent. Malheureusement, ça rend service à pas mal de monde, mais ça ne leur rend pas du tout service à elles. Et donc, il faudrait vraiment qu'elles se préoccupent un peu plus de ça. Et malheureusement, ça fait partie de la longue liste d'injonctions qu'on fait aux femmes, mais au même titre qu'elles devraient s'occuper de leur santé, de continuer à faire un peu de sport pour rester en santé ça, parce que là, toi, tu leur dis, en plus, mesdames, s'occuper de leurs enfants, etc. Et il faudrait aussi qu'elles s'occupent de leur argent. Ouais. Je sais que ça fait une injonction supplémentaire, mais en réalité, c'est une injonction qui est vraiment pour elles. Qui leur bénéficie, bien sûr. L'argent, si on s'en occupe pas, malheureusement, on l'a vu, les droits financiers, les intérêts financiers des femmes sont très mal défendus en France. Et donc, si vous le faites pas, personne va le faire à votre place. Malheureusement, c'est comme ça. Sans compter que, je vais regarder un petit peu du côté dark de la force, mais dans les violences faites aux femmes aussi, souvent un des obstacles pour partir, c'est qu'on est dépendant financièrement.
D'où l'importance, je te rejoins, je suis d'accord avec toi, de s'y intéresser, de s'y connaître un peu et en tout cas de ne pas être rebuté. Parce qu'il y a un vieux cliché quand même qui dit que dans les ménages, c'est plutôt les femmes qui tiennent les comptes, etc. Mais pour ce qui est de la big picture, pardon pour cet anglicisme, c'est vrai que parfois elles délèguent et elles s'en mordent un peu les doigts autour de 45-50 ans. D'autant qu'Héloïse, 50 ans, c'est l'âge où on sort un peu la tête du guidon. Hein. Tu disais, bon, la carrière, s'il n'y a pas d'accident de parcours, on l'a construite, a priori. Les enfants, sauf si on nous a eu tard comme moi, ils sont grands, ils vivent leur vie. Et donc, tu as le résultat de ce que tu as mis en place ou pas, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu l'âge où tu commences en général à te préoccuper un peu plus de certaines choses et à avoir cette espèce de message de petite voix permanente qui te dit « Ah, ta retraite. » Alors, typiquement, c'est un peu l'âge où, en général, tu te dis « Bon, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais enlever l'espèce de petit masque d'avion que je me mets sur les yeux dans ces cas-là, je vais aller faire un tour sur l'assurance-retraite.fr et je vais regarder mon tracé de carrière. Et je vais regarder ce que va donner ma retraite, en tout cas, les projections qu'on peut en faire jusqu'ici. » Parfois, c'est un moment qui fait très mal. Ouais. Dès que tu as travaillé un peu à temps partiel, ça peut être assez violent. Dès que tu as pris 1 ou 2 congés parentaux, ça peut être très, très violent. Et ben en fait, il vaut mieux s'en rendre compte à 50 ans qu'à 62, ou qu'à 64, ou qu'à 67, parce que c'est encore des années où tu peux cotiser. Il y a une autre catégorie de la population qui est très, très visée, c'est la catégorie des entrepreneuses, qui ont généralement toutes entendu un jour le conseil de écoute, mais fais de la trésor, te paye pas trop, paye-toi en dividende, comme ça tu cotiseras moins, tu payeras moins d'impôts. Alors en fait, en face d'une rémunération, il y a des cotisations sociales et il y a des cotisations retraite. Et donc on se retrouve quand même avec des femmes qui ont des cotisations qui sont pas toujours à la hauteur de leurs attentes en termes de retraite. Et c'est important ce que tu dis parce que souvent, ça arrive qu'à 50, on se sente un peu poussé vers la sortie au boulot et donc on crée sa boîte. Et effectivement, on peut entendre ce genre de conseils. Ne te verse pas de salaire, paie-toi en dividende, ce sera avantageux. Mais sauf qu'en effet, comme tu dis, du coup, il n'y a pas de point retraite et tu ne payes pas de cotisation. Donc à la fin, ça peut faire très mal. Ou en tout cas, tu en payes très peu. Tu peux cotiser au minimum, mais c'est complètement suicidaire. J'ajoute que sur le terrain de l'indépendance financière dans un couple, c'est aussi désastreux parce que quand tu te payes 500 ou 600 euros par mois, tu n'es pas prise au sérieux par une banque pour souscrire un emprunt et tu n'es pas prise au sérieux par un propriétaire quand tu veux partir de chez toi pour te loger. C'est un moment où il faut quand même faire un peu les comptes et où souvent, spontanément, on commence à regarder un peu ce que va donner, en tout cas, une tendance de revenus à la retraite, où on commence à regarder si on a un petit peu accumulé ou pas du patrimoine. C'est là qu'en général, on commence à voir l'équipe de celles et ceux qui ont acheté leur maison être un tout petit peu mieux confortée parce qu'ils ont un bien immobilier qui est quand même pas toujours loin d'être remboursé ou qui est en cours de remboursement. Et on se dit, ok, je me suis pas occupée de mes sous pendant 15 ans parce que j'ai fait des tas d'autres trucs. Mais finalement, tous les mois, en remboursant mon crédit, j'ai capitalisé un petit peu. Et donc, j'ai cette perspective d'avoir... finalement, en remboursant mon crédit, d'avoir épargné avec ce mécanisme qu'on appelle l'épargne forcée, puisque sur une partie du remboursement, il y a une partie de capital. Et j'ai la perspective d'avoir une dépense en moins quand je serai à la retraite, parce que j'ai acheté ma maison est payée, et donc ça me fait un budget logement en moins. Puis après, il y a des gens qui ont été très organisés, qui ont mis beaucoup de choses en place, qui ont bénéficié de systèmes d'épargne salariale, qui ont investi dans des actions, dans des assurances-vie, etc. Tout le monde n'a pas été super cadré ni super organisé. Il y a des gens qui ont quand même un peu accumulé au petit bonheur la chance et il faut revoir un peu les choses. Souvent, il y a des petites choses à optimiser, mais c'est aussi le moment où il faut avancer si on a été un peu trop lent sur ce terrain-là. La cinquantaine, c'est quand même une bonne période pour remettre un petit peu tout à plat. Alors, on connaît évidemment les inégalités de salaire en France. On en parle souvent, notamment le 8 mars, le jour des droits des femmes. On parle moins des inégalités de patrimoine. Toi, tu cites souvent des exemples en fait, de choses à ne pas faire.
par exemple, quand on achète une maison ou quand on la revend et qu'on a mis un apport. Oui, en tant que femme. Et puis, on n'ose pas, quand on le revend, réclamer son dû ou la part qu'on avait apportée. Oui, ça ne va pas du tout. La première des choses, en fait, je cite souvent l'exemple de la maison, mais parce que la maison, très souvent, c'est ce qui concentre le plus gros des efforts financiers dans la plupart des couples et la plupart des ménages. L'immobilier, c'est autour de 60% du patrimoine contre 20% pour le financier. Le reste, c'est le patrimoine professionnel et puis toutes les bricoles, les voitures, les bijoux, toutes ces choses-là. Les mauvaises décisions et les choses pas écrites sur l'investissement dans la maison, elles peuvent faire très, très, très mal. Et donc, il faut faire très attention. Il faut comprendre son régime matrimonial. Si on a un apport personnel, il faut le faire consigner par le notaire. Si on a un crédit souscrit à deux, il faut vraiment faire attention à bien le rembourser à deux, surtout dans des régimes matrimoniaux qui sont des régimes qu'on appelle des régimes séparatistes où c'est chacun pour soi, comme le Pacs par défaut aujourd'hui ou le régime en séparation de biens. En tout cas, il faut comprendre comment on a financé cette maison et qui va récupérer quoi à la sortie. Et il faut s'entendre là-dessus, idéalement au début, parce que si on s'entend à la fin, c'est bien de s'entendre, mais la fin, ça peut être aussi parce qu'on sort de cette maison, parce qu'on n'a plus envie de cohabiter, et parce qu'on se sépare, et parce qu'on est dans un divorce où on va essayer de faire exploser tous les malentendus, et ça peut être assez dévastateur. Et par ailleurs, il y a une dernière façon de sortir du couple, et qui concerne aussi certaines femmes de 50 ans et plus, qui s'appelle le veuvage. C'est vilain, c'est pas rigolo, et là, en général, on compose plus avec quelqu'un qui est de bonne foi, on compose avec des héritiers et des héritières. Et les héritiers et les héritières, parfois ce sont nos propres enfants, parfois ce sont d'autres enfants, et on a tous et toutes des intérêts et des agendas qui sont pas les mêmes. Donc, il faut avoir quand même à peu près assuré ses arrières et avoir compris ce qu'on faisait, en fait. L'idée, c'est dans tous les cas de pas alimenter quelque chose qui serait de l'ordre d'une communauté fictive dans laquelle on n'aurait en réalité aucun droit. Ouais, mais tu sais comme moi que argent et amour, sur le papier, ne font pas mon ménage. C'est-à-dire quand on est tout feu tout flamme au début d'une relation, mon Dieu, quelle horreur de parler d'argent. Et sauf qu'on s'en mord les doigts après. Alors, ne pas en parler au tout début, pourquoi pas. À partir du moment où tu t'installes dans une maison ensemble, tu es en location et où tu partages ton frigo, ta salle de bain et ton canapé et ta chambre, et puis accessoirement plus tard quelques autres personnes dans ton foyer qui peuvent représenter une petite charge financière aussi, t'es obligé de parler d'argent, t'es obligé d'avoir des dépenses, c'est pas un truc qui n'existe pas. Donc c'est non seulement une considération absolument obligatoire, parce que sauf à considérer que tu payes aucune de tes factures et aucune de tes dettes, etc., mais enfin ça va être un peu compliqué, c'est une considération obligatoire et c'est une considération sur laquelle il faut s'entendre. Et en tout cas, il faut discuter. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord au début là-dessus, mais il faut discuter, quitte à ce que ce soit pas des discussions faciles, à ce que ce soit des discussions un peu près du nez et pas toujours très aimables, mais il faut que ce soit des discussions dans lesquelles on se fait entendre et dans lesquelles on puisse défendre ses intérêts, parce que de toute façon, vivre avec une personne qui se préoccupe pas de tes intérêts financiers, si tu veux, c'est quand même qu'il y a vraiment un problème, en fait. Une personne qui n'a pas non plus envie d'ouvrir le dossier financier, c'est en général une personne qui n'a pas intérêt à ce que ce dossier soit ouvert. C'est important d'en parler. Quand on parle de divorce, justement, souvent on se rend compte que les femmes sont très défavorisées. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que toi tu le constates dans des cas très concrets quand on vient te demander conseil ? Alors, c'est pas toujours vrai, mais il y a des femmes qui ont compris dès le début qu'il fallait qu'elles marquent leurs apports, qu'elles posent des questions, qu'elles aient leur contribution, qu'elles écoutent pas leur mec quand il leur dit « Écoute, chérie, t'es vraiment trop près de tes sous ». C'est normal d'être près de ses sous, en réalité, sauf à gagner des millions et des millions. On a tous besoin d'être près de nos sous, en fait. Et on n'est pas là pour faire uniquement des cadeaux et pour être dans la prodigalité, en fait. On est là aussi pour préserver nos intérêts financiers. C'est pas... Nos
intérêts financiers, c'est pas le nombre de millions et de milliers plutôt qu'on va avoir sur notre compte en banque le jour où on meurt. C'est le train de vie qu'on va pouvoir financer avant la retraite et au moment de la retraite. C'est notre confort, c'est notre sécurité. C'est pas des trucs pour rigoler et pour être dans un palmarès des 500 fortunes. C'est pas de la pingrerie de s'intéresser à ces finances, c'est de la sécurité. Et cette réplique qui voudrait que penser à ses finances et défendre ses intérêts, ce soit de la pingrerie, de la radinerie, c'est pas possible. On peut pas l'entendre en 2025. Se préoccuper de ses intérêts financiers, c'est de la sécurité. C'est pas de la fantaisie, c'est pas de la pingrerie, c'est pas de l'appât du gain ou de la vénalité, c'est une façon de s'offrir un train de vie confortable et de se protéger. Ouais. Quelles sont les grosses erreurs qu'il faut pas faire, par exemple, puisqu'on parle du couple? La première des erreurs, c'est de pas comprendre ce qu'on fait ou de se laisser porter par l'autre, par un environnement sans comprendre ce qu'on fait et sans avoir vraiment la main sur ses décisions. Et la deuxième des erreurs, eh bien, c'est difficile à dire encore aujourd'hui parce que ça paraît extrêmement rétrograde, mais la deuxième des erreurs, quand on est en couple, c'est de ne pas se marier. Il faudrait idéalement se marier et on est une génération qui a été biberonnée à le Pacs, c'est super, le mariage, c'est ringard. Ouais. Or, le mariage nous donne droit à des sécurités financières auxquelles le Pacs ne nous donne absolument pas droit. Je m'explique. La première des choses, c'est qu'un Pacs ne te donne aucun droit sur la succession de la personne avec laquelle tu vis. Ton compagnon ou ta compagne meurt demain, tu n'es même pas invité chez le notaire. T'as rien du tout. Rien du tout. Ça, c'est fou. Si tu veux avoir des choses, il faut avoir désigné ton partenaire de Pacs ou avoir été désigné dans un testament. La deuxième des choses, c'est que le Pacs ne te donne pas droit à ce qu'on appelle la prestation compensatoire. S'il y a séparation, donc. S'il y a séparation, oui, excuse-moi. Dans une séparation, dans un divorce, quand il y a un très grand décalage de niveau de vie entre l'un et l'autre ou l'une et l'autre des personnes, eh bien la personne qui a beaucoup d'argent et des gros revenus verse ce qu'on appelle cette prestation compensatoire à celle qui n'a pas de revenus, pas de patrimoine et très peu de perspectives de retraite pour que cette personne puisse vivre quand même dans des conditions un peu dignes. Et bien ça, avec le Pacs, ça n'existe absolument pas. Et si on reste chacun dans son coin sans se marier ni se paxer? C'est pareil. Alors là, c'est le Far West. T'as droit à rien de chez rien. T'as zéro droit. Et la troisième chose à laquelle ne te donne pas droit le Pacs, et il faut quand même alerter là-dessus, c'est la réversion de retraite. Et puisqu'on parle de l'âge, du vieillissement et du vieillissement des femmes qui se fait avec des niveaux financiers qui sont considérablement plus bas que ceux des hommes, eh bien, il faut savoir que quand on se compare à la génération de nos mères aujourd'hui, nos mères sont déjà beaucoup plus pauvres que nos pères, nos mères retraitées sont déjà beaucoup plus pauvres que nos pères retraités, mais nous, quand nos compagnons vont mourir et quand nos partenaires de vie et partenaires de Pacs vont mourir, on n'aura aucune réversion de retraite. Ça veut dire qu'on n'aura pas droit à un petit morceau de leur retraite. Alors, je fais une précision là-dessus. Il y a plein de gens qui disent « Oui, mais la réversion de retraite, c'est sous condition de ressources ». C'est faux. C'est pas sous condition de ressources dans tous les cas. Il y a une partie de la réversion de retraite qui est sous condition de ressources et l'autre qui n'est pas sous condition de ressources, qui est sous condition de mariage. D'accord, voilà. C'est très clair. Tout ça est vraiment affreusement matérialiste, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. C'est d'une pingrerie sans fin, sauf que, tu sors d'une relation de 25 ans avec beaucoup moins de revenus, beaucoup moins de patrimoine, aucune compensation, et en plus tu n'as pas droit ni à la succession de ta moitié si elle est morte, ni à sa réversion de retraite, et ben en fait tu pars droit dans un mur d'appauvrissement très très fort. Et donc en réalité ce sont des sujets sur lesquels on devrait être extrêmement alerte.
et sur lesquels on ne devrait pas avoir de fausses pudeurs en disant « moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas ». Ouais, non, ça. en fait, si, l'argent, ça nous intéresse toutes. Pas, encore une fois, pour le nombre de zéros qu'on a sur notre compte en banque, mais pour la liberté que ça nous donne et pour le confort que ça va nous donner. En fait, il n'est pas écrit qu'on doit être vieille et pauvre. Je reprends le motto un peu de Laetitia Vito qui dit « mais vieillir, d'accord, mais vieillir pauvre, pourquoi en fait ?» Non, on n'est pas condamné à ça et on peut mettre en place des tas de choses. Alors justement, on a parlé des erreurs à ne pas commettre. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Parce qu'à 50 ans, quel que soit son choix de vie, si l'on reste en couple, si l'on on décide d'être solo, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être redresser la barre si on n'a pas été très carré sur ses finances ? Peut-être la première chose à regarder, c'est est-ce qu'on a encore une capacité d'emprunt ? Il y a plein de situations dans lesquelles la réponse est oui, on a encore une capacité d'emprunt et c'est un âge où on peut encore facilement emprunter sur 20 ans à condition d'être en bonne santé. Et là, j'ai quand même cette petite modération, hélas, parce que les femmes qui ont eu un cancer du sein, les femmes qui ont eu une bricole de thyroïde, etc., ces femmes-là galèrent beaucoup pour s'assurer. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Cela dit, donc à 50 ans, en général, on peut encore emprunter sur une longue durée. Donc, c'est peut-être le moment soit de regarder si on peut acheter sa résidence principale, soit sa résidence principale future en la mettant en location. Je ne suis pas toujours fan sur un plan strictement financier des résidences secondaires parce que pour moi, c'est un coût vraiment très élevé et ça suppose d'avoir vraiment une grosse surface financière, des bons revenus, etc. pour le faire de façon à peu près confortable. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est que tu peux te dire que tu dois et tu peux, si tu y arrives, capitaliser en investissant, notamment sur les marchés. Tu as encore, quand tu as 17 ou 18 ans devant toi, tu peux prendre une petite dose de risque et tu peux investir sur les marchés. Alors, soit tu le fais directement en achetant tes actions toi-même dans un PEA, dans tout un tas ou dans un compte titre, soit tu délègues et tu as aujourd'hui des tonnes de contrats d'assurance vie qui te permettent d'investir sur les marchés avec des frais de gestion qui sont pas très élevés, avec des frais d'entrée qui sont très bas et où finalement le choix de ce que tu mets dans ton contrat n'est pas un choix que tu vas faire toi parce que tu as beaucoup d'autres choses à gérer dans ta vie. Toi, tu vas définir un profil de gestion. Tu vas dire, moi j'ai un profil plutôt équilibré, plutôt prudent, plutôt hyper punchy parce que je sais que j'ai des amortisseurs par ailleurs. Voilà. Et on viendra un conseiller en patrimoine comme toi en fait. Bah, bien sûr. Et si tu disais tout à l'heure, on peut avoir une mauvaise surprise quand on regarde son parcours retraite. Il n'est pas trop tard pour essayer de compléter un peu une retraite qui serait un peu trop faible ? Alors, tu as plusieurs choses. Tu as ta retraite de base. Donc là, quand tu regardes ton assurance-retraite.fr, ton compte, tu peux avoir des petits chocs. Je rappelle que la base de calcul pour la retraite de base, c'est quand même les 25 meilleures années de ta carrière. Donc, il n'est pas non plus écrit que tes 25 meilleures années sont derrière toi. Si tu as eu des années pourries, tu peux te dire « je vais essayer de bosser à plein temps, je vais essayer de dégoter des augmentations, etc. » Et je peux aussi me dire que finalement, les prochaines années seront meilleures que les précédentes. C'est malheureusement pas toujours le cas. Mais enfin, il y a des tas de situations dans lesquelles on peut redresser la barre. Ça, c'est pour les gens qui travaillent dans le privé. Ça, c'est la première chose. Et puis après, tu as les compléments de retraite que tu te prépares, les compléments de revenus. Et bien justement, en faisant un investissement immobilier, tu te prépares un complément de revenus. En investissant dans une assurance vie, tu te prépares un capital qui pourra générer un complément de revenus. Il y a un produit, moi, sur lequel je suis extrêmement mitigée, qui s'appelle le plan d'épargne retraite, qui porte ce merveilleux nom de retraite et qui fait que moi, je reçois plein de femmes qui me disent « Oh, je prépare pas ma retraite, j'ai pas de plan d'épargne retraite. » En fait, tu prépares ta retraite de toutes les façons quand tu épargnes. Quand tu as acheté ta maison, quand tu fais un investissement locatif, quand tu investis dans une assurance vie, quand tu achètes des actions, tu prépares quand même ta retraite parce que tu te prépares des futurs compléments de revenus. Donc pas de panique si on n'a pas de PER. Parce que ça, c'est quand on est salarié en général. Pas du tout. On peut avoir un PER quand on est indépendant. Okay. Le plan d'épargne retraite, c'est pour tout le monde. Il y a un versant pour les salariés. Il faut avoir en tête que l'argent qui est bloqué dans le plan d'épargne retraite, il est bloqué jusqu'à la retraite, sauf si on achète sa résidence principale. Mais à ce moment-là, tout le capital qu'on récupère est ajouté à notre revenu imposable.
Donc, tu as une équation financière et fiscale qui est franchement pas dingue. Et puis, les deuxièmes cas de déblocage, ce sont des catastrophes industrielles du style décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, surendettement, liquidation judiciaire de ta boîte, fin de droit au chômage, invalidité. C'est que des cas super trash. La reconversion n'est pas un cas de déblocage. Le divorce, la séparation n'est pas un cas de déblocage. En fait, la création d'entreprise n'est pas un cas de déblocage. Donc, en réalité... c'est de l'argent bloqué. C'est de l'argent bloqué, très, très bloqué. Alors, pour t'inciter à épargner sur ces placements-là, on te donne un petit avantage fiscal à l'entrée, c'est vrai. Et donc, les gens qui sont très imposés, souvent, ils sont un peu tentés d'investir dans ce PER parce qu'ils ont une carotte fiscale. Simplement, avant d'investir dans un compte qui est bloqué pour encore les 17 prochaines années de ta vie, il faut se dire que ça veut dire que tu as quand même encore beaucoup d'argent sur d'autres comptes disponibles et que tu as de gros amortisseurs par ailleurs, que tu as un revenu et que tu ne vas pas vraiment avoir besoin de cet argent. Le compte commun, t'en penses quoi ? J'en pense que quand on est en couple, c'est un élément essentiel de la vie financière d'un couple. D'abord, quand tu fais des investissements immobiliers ensemble, c'est un outil indispensable pour pouvoir prouver qui a payé quoi. Et c'est vachement utile. C'est aussi un compte en général sur lequel sont prélevés les impôts qui ne peuvent pas être prélevés à la source. Et donc, c'est très important que ce soit sur un compte commun, quitte à vérifier un peu qui doit quoi, parce que de temps en temps, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas très au clair. Et là, il faut aller s'aider du simulateur des impôts et savoir qu'un tel qui a tel type de revenu supplémentaire doit faire un virement tous les mois de X euros parce qu'il y a un petit prélèvement qui tombe tous les mois, un acompte, ça s'appelle, sur le compte joint. Moi, je suis très fan du gros compte joint pour les grosses dépenses et du petit compte joint pour les petites dépenses, les petits pois, les carottes, les ceintures de judo, la boîte de Stabilo Boss et autres joyeusetés. Donc toi, tu préconises d'en avoir 2 ? Ouais. Moi, en tout cas, je préconise d'en avoir au moins un dédié aux grosses dépenses. Ouais. Parce que de toute façon, au moment d'une séparation, ce qui fait débat, c'est pas la boîte de Stabilo Boss, c'est qui a payé quoi dans la maison et dans les investissements immobiliers et dans les impôts. Ouais. Et dans tous les cas, on peut se garder un petit compte à soi pour aussi garder une indépendance financière, non ? C'est même recommandé. Alors, fortement même. Fortement recommandé. Tu fais virer ton salaire sur ton compte à toi et après, tu fais des virements sur les comptes joints. Et tu fais ce que tu veux avec une poche, si tu peux, que tu dédies à ton argent de poche. Tu te fais des cadeaux. Tu fais des cadeaux à ton chéri ou à ta chérie. Tu fais des cadeaux à qui tu veux. Tu vis et c'est vraiment bien d'avoir quand même une petite partie de ses revenus sur lesquels on est obligé de rendre de compte à personne. Je suis d'accord. On parlait de l'impôt là sur le revenu. Il y a une petite nouveauté quand même, c'est que les barèmes ont été individualisés. Ça va dans le sens de plus d'égalité, non ? Entre les conjoints, parce que c'est calculé selon ton revenu. Ça va dans le sens de plus d'équité dans le paiement de l'impôt, si tu veux. Ça ne change rien au montant global de l'impôt du couple, qui va rester le même. Mais ça change la façon dont on répartit le paiement entre les deux. Et donc, typiquement, dans un couple où les revenus sont très déséquilibrés, on s'est retrouvé avec, disons-le comme ça, parce que dans 80% des cas, c'est comme ça, des femmes qui payaient une partie des impôts de leur mari, en fait. Ce qui n'est pas très cohérent et ni très équitable. Là, on répartit les choses de façon un peu plus harmonieuse. Ça ne change pas le montant global payé par le couple. Et par ailleurs, c'est une très bonne mesure. Mais d'abord, je rappelle qu'on a quand même attendu 6 ans de prélèvement à la source avant de la mettre en œuvre. Je remercie Marie-Pierre Rixin, qui est à l'origine de cette mesure, d'avoir vraiment insisté pour que ça passe. Mais enfin, ça fait quand même 6 ans qu'on a des femmes qui payent les impôts de leur mari et quelques maris qui payent les impôts de leur femme ou quelques partenaires de PACS qui payent les impôts de leur partenaire et que ça choque personne. Donc là encore, je rappelle que c'est une bonne démonstration, si tu veux, du désintérêt total qu'on porte aux intérêts financiers des femmes. Il a fallu attendre 6 ans donc pour que ça arrive, et puis ça résout pas tous les problèmes. Ça résout vraiment pas tous les problèmes fiscaux dans les couples, parce que ça ne résout pas ce problème qui s'appelle le quotient conjugal, qui fait qu'on calcule l'impôt sur la moyenne de tes revenus, et qu'en général, ce quotient conjugal, qui est un mécanisme qui profite quand même aux 15% de couples les plus riches, et à l'intérieur de ces couples,
au plus riche des deux, eh bien, c'est un mécanisme qui dessert énormément les femmes et qui les désincite à retravailler ou à travailler plus ou à gagner mieux leur vie. Et c'est extrêmement défavorable et inéquitable. Sauf que là, donc, avec ce nouveau barème, il y a des hommes qui vont voir leur net baisser. Ça va peut-être leur faire tout drôle d'ailleurs, puisque tout d'un coup, ils vont payer davantage leur part. Oui, ça va leur faire drôle. Je pense qu'on enregistre fin septembre. Je pense qu'il y a dû y avoir des services de paye qui ont prévu quelques explications de texte. Tu as dit quelque part, Héloïse, la société se comporte comme si l'argent des femmes était moins important que l'argent des hommes. C'est toujours vrai ? Bien sûr, c'est toujours vrai. Je reprends cet exemple. 6 ans de prélèvement à la source, 6 ans pendant lesquels le plus petit salaire, donc qui est dans 75%, celui de la femme, finance les impôts de son mari. Est-ce que c'est normal ? Et on rappelle aussi qu'en cas de divorce, la perte de pouvoir d'achat, elle est de moins 20%, en général, chez les femmes qui se séparent, alors que les hommes, au bout de 2 ou 3 ans, n'ont perdu que 3% de niveau de vie. Donc, il y a quand même tout un tas d'inégalités. On a, dans les couples qui divorcent et qui ne sont pas en résidence alternée, on a une pension alimentaire qui est déductible pour celui qui la verse et imposable pour celle qui la reçoit. Il y a quand même tout un tas de choses dans la façon dont on calcule les impôts qui sont extrêmement défavorable aux femmes. Le fameux quotient conjugal. Alors, souvent, on te dit, oui, mais ça concerne que les femmes riches. Bah oui, mais en fait, une femme riche, si elle peut pas retravailler, si elle est complètement sous emprise de son mari, même si elle dort dans un canapé en cuir, c'est quand même un problème d'inégalité et de violence économique. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se penche pas plus sur sa situation. Et puis, tu as d'autres phénomènes qui montrent qu'on s'intéresse pas trop aux intérêts financiers des femmes. Le fait que si tu veux continuer à percevoir des allocations de parents isolés parce que tu élèves seul un enfant, faut pas que tu te remettes en couple, comme si la personne avec laquelle tu allais vivre allait systématiquement participer à l'éducation de ton enfant et à son financement. Il y a tout un tas de choses. Je reprends l'exemple des retraites. Tu as une réversion de retraite si tu étais marié et si tu ne t'es pas remarié. On est comment là en termes de intrusion dans ta vie personnelle et dans ta vie intime ? C'est du délire en réalité. Donc non, on est dans une société qui ne défend pas bien nos intérêts. C'est-à-dire qu'on peut avoir éventuellement quelques miettes si on est veuve et si on n'a jamais refait sa vie. Ça va pas du tout. Merci à toi, Héloïse, parce que toi, justement, tu mets souvent le doigt sur ces inégalités de fait qui frappent les femmes dès qu'on parle d'argent. Et puis, on ne parle pas assez de thunes entre femmes, on devrait. On devrait. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé dans les studios de Binge Audio. Merci à Jude Rigaud qui a réalisé et monté cet épisode. Et Marie Foulon qui m'a aidé dans la préparation. J'espère que ça vous a été utile. Tiens, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le compte Instagram de Chaud Dedans, le podcast. Prenez soin de vous.